Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'intervenir dans cette journée d'études et je remercie très chaleureusement Jacqueline Fèvre pour son invitation, ainsi que toute l'organisation qui a permis que je puisse être présent parmi vous, malgré un petit souci de dernière minute parce que j'ai un impératif qui m'impose de partir à Strasbourg. Donc, je ne pouvais malheureusement pas me déplacer à Tours et étant donné qu'il s'agit d'une convocation, j'avais pas la possibilité de pouvoir repousser ce rendez-vous. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est ainsi, vous me verrez juste par un écran et je serai évidemment tout à fait heureux de pouvoir échanger avec vous en décalé, de manière indirecte par des échanges de mails ou autres, si vous le souhaitez. Pour commencer, je vais d'abord vous partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation. Donc, tac, j'espère que ça fonctionne. Sinon, vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc, comme Jacqueline l'a annoncé, mon titre est le suivant, le design du vivant, dépasser l'alternative entre solutionnisme technologique et écologisme technophobe pour réparer le monde. Alors, je reviendrai sur la plupart des termes pour qu'on puisse s'entendre, à minima, ça sera mon rôle introductif dans ce colloque. Et je vais commencer par un constat qui est facile à partager avec vous puisqu'il est tout à fait connu. En tout cas, peut-être que pour les étudiantes et les étudiants, vous n'avez pas encore l'ensemble des chiffres en tête, mais c'est toujours bon de les rappeler, en tout cas à titre purement de circonscription de la situation, à savoir que l'Anthropocène, comme l'a rappelé Jacqueline, se traduit très clairement par un ensemble de chiffres, de données scientifiques, de courbes qui montrent que à partir des années 1750, mais surtout à partir des années 1960, donc après la Seconde Guerre mondiale, nous avons pu constater une accélération considérable de l'ensemble des facteurs qui définissent les conditions de la vie sur Terre. Par Oui. contre, excusez-moi de vous couper, on n'a pas d'image sans chargement. Est-ce que c'est normal? Bah non, parce que moi, tout va bien de mon côté. Votre partage d'écran est en pause. Pourquoi il est en pause? Alors, il est temps. Tiens donc, reprendre le partage. Ouais, c'est l'écran qui est en train de charger. Parce que moi, le flux est bon de mon côté, hein. Je vous... Vous pouvez changer d'onglet pour voir si Ah ça bon? fait bouger pour nous. Ah oui, mais pourquoi il a chanté? C'est bizarre. Ok. Je vais recommencer. Arrêter le Les, partage. les aléas du direct. Oui, oui, c'est ça exactement. Euh... Donc, bon, je vais peut-être le faire comme ça, sans le mettre en plein écran. Je pense que c'est le plein écran Peut-être. qui crée le souci. Donc, je vais repartager mon écran. Super, là on a l'image. Là, vous le voyez? C'est parfait. Je pense que c'est le plein écran Ok, on va faire comme qui crée ça un si ça petit vous gêne souci. pas. Bon, super, merci. Donc oui, je disais, il est bon de rappeler un certain nombre d'éléments tout à fait caractéristiques en ce qui concerne la situation dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, qu'on s'accorde à appeler anthropocène, même si, à juste titre, il y a beaucoup de critiques à formuler sur le plan de l'anthropocentrisme de ce terme, sur le plan des enjeux politiques qui sont souvent laissés de côté, voire les enjeux sociaux, au profit d'une sorte de scientisme renouvelé qui nous donnerait simplement une vision précise, objective et définitive de la capacité de la puissance humaine à transformer l'ensemble du système Terre. Au-delà de ça, avec toutes les alternatives qu'on a pu proposer comme Anglocène, comme Capitalocène, ou bien chez Donna Haraway comme le Cthulhucène, on a proposé également Plantocène, etc., etc. On peut du moins s'accorder sur le fait que nous vivons une situation qui met en péril l'ensemble des conditions de la vie sur Terre et donc de l'existence humaine. Je le développerai très rapidement avec un ensemble d'éléments qui sont concordants, dont on voit ici les courbes et dont on peut constater surtout une accélération à partir des années 1960. Si vous regardez la plupart des courbes, vous avez cette ligne
qui définit le moment de l'accélération. Et donc l'Anthropocène est notamment l'accélération de phénomènes qui sont constatés depuis l'ère industrielle au moins. Parfois on dit depuis le néolithique, et donc la transformation à grande échelle de la Terre par l'activité humaine, notamment l'activité agricole. Et si on regarde par ailleurs l'état des sols général sur la Terre, avec la carte qui est ici en haut à droite, on peut se rendre, même à cette échelle qui n'est pas très précise, on peut se rendre compte que la majorité des sols désormais sont soit très dégradés, et que les sols stables concernent uniquement les endroits quasi désertiques, notamment les déserts de glace et le désert du Sahara. Ça veut dire que partout où les êtres humains se sont installés, partout où la civilisation s'est développée, partout où les villes ont été construites, partout où on relie les villes entre elles par des infrastructures, eh bien, on se rend compte qu'on a une dégradation des sols, et sans les sols, comme sans l'eau, il n'y a tout simplement pas de vie. Et on y reviendra un petit peu plus tard également. Enfin, on se rend compte que la superficie agricole, depuis les années 1900 environ, et encore plus autour des années 1950, elle aussi a grandement augmenté en part pour pays. Vous voyez l'ensemble des pays qui ont été recensés ici à droite jusqu'en 2016. Je n'ai pas trouvé de chiffres beaucoup plus récents, mais bon, ça reste assez récent. Et on se rend compte qu'il y a une prédation, le mot a été dit, de l'humain sur l'humain, mais de l'humain sur les sols, sur les végétaux, sur les animaux, par l'activité agricole, qui est une activité qui concerne directement le vivant dont on parle aujourd'hui. D'autres courbes qui sont assez explicites, notamment la corrélation entre les courbes que je viens de vous montrer et l'impact sur le vivant lui-même, puisque dans les courbes précédentes, le vivant n'était pas pris en considération. On a l'ensemble des conditions objectives qui nous permettent de définir ce que c'est que l'effet de l'activité humaine sur l'ensemble des équilibres géochimiques. Et là, on a l'effet sur la biosphère. Et donc, on se rend compte qu'on a une chute depuis les années 60-70 également de ce qu'on appelle la biodiversité, qui est un indicateur qui est apparu dans les années 1970 et qui est devenu un concept très présent dans le monde de l'écologie et toutes ses extensions, y compris dans le monde de l'art, du design, de l'architecture, etc. Et on considère que l'un des éléments les plus graves de notre temps, c'est cette chute de la biodiversité dans le monde, qui correspond à la fois à une diminution des espèces, à une dégradation des milieux et à une suppression surtout des habitats. On se rend compte que cet effondrement, on peut utiliser ce mot, est réel puisqu'on est à environ entre moins 60 et moins 70% de biodiversité, et ce qui correspond également à un effondrement mondial de la faune sauvage, où vous pouvez voir la répartition par continent, ici, qui est donnée de manière assez massive, mais qui a une allure, c'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait inquiétante. Et si on regarde ensuite, selon les milieux considérés, les milieux agricoles, les milieux forestiers, les milieux bâtis, on se rend compte que la chute est moins accusée pour les milieux forestiers, mais elle est quand même très forte globalement si on réunit l'ensemble des milieux. Ensuite, on peut dézoomer, ou plutôt zoomer, pardon, sur la situation française. Je ne le développerai pas, vous trouverez plein de chiffres et de cartes et de graphes tout à fait pertinents à cet égard. Et on voit que le pourcentage d'espèces menacées en France métropolitaine est de plus en plus important. Et on fait partie, bien sûr, des pays les plus en pointe, si je puis dire, dans la dégradation des milieux naturels aujourd'hui. Alors, l'ensemble de ces éléments a fait émerger l'idée d'une sixième extinction, euh, une sixième grande extinction. Alors il faut le dire, c'est un phénomène naturel. Dans l'évolution des espèces, il y a eu 5 grandes extinctions au cours de l'histoire. La seule grande différence et différence majeure quant à notre responsabilité, c'est que cette sixième extinction, non seulement elle serait imputable à l'activité humaine, mais elle emporterait l'espèce humaine avec elle. Donc, si on en croit les ouvrages qui sont là présentés rapidement, qui corrèlent l'ensemble des données scientifiques avec des exigences, disons, éthiques fondamentales, eh bien, on serait exposé à une sixième extinction. Euh, donc, est-ce que ça serait une bonne nouvelle pour la Terre que l'espèce humaine disparaisse? Je vous laisse juger par vous-même. Mais en tout cas, il est fort probable qu'on en serait directement impacté et peut-être même emporté.
Bon, les plus optimistes diraient qu'on a une réduction drastique du nombre d'individus humains sur Terre, avec la vie qui s'en sortirait malgré tout, et peut-être que les humains pourraient ensuite repeupler la Terre. Bon, on est dans des spéculations qui sont plus ou moins discutables, étant donné qu'on est dans des formes de projection avec différents scénarios possibles, dont on peut discuter des fondements scientifiques et des effets sociopolitiques de ce type de, de catastrophisme ou au contraire d'épuration de la terre pour la repeupler. Vous voyez tous les fantasmes qui peuvent être là derrière, qu'ils soient religieux ou d'un autre ordre. Alors la réponse à donner à cela, c'est une réponse, disons, qui est évidemment multidimensionnelle et qui demande à chaque fois à être discutée, mais on se retrouve de plus en plus envahi, je dirais, peut-être pour notre bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une chose assez évidente que fleurit un petit peu partout l'idée du réensauvagement. Que le réensauvagement serait en quelque sorte la réponse idoine, si ce n'est la réponse définitive, à la situation qu'a installée l'Anthropocène que je vous ai décrit très rapidement, et qu'on irait, depuis les résultats de la biologie de la conservation, à une extension de la question du réensauvagement, qui ne serait plus de l'ordre de la remédiation et de la revitalisation, de la régénération de certains espaces naturels, en réintroduisant certaines espèces, en contrôlant certains cycles, en évitant ou en interdisant que les êtres humains puissent y pénétrer pendant un certain temps, avec des réussites tout à fait notables hein, dans des grands parcs nationaux aux États-Unis par exemple, ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Il n'empêche que ce retour au sauvage, ce retour du sauvage, me pose question d'un point de vue philosophique. D'abord parce que ça vient des États-Unis et la question du wild et de la wilderness n'est pas la même chose que le sauvage et son histoire, disons, dans l'épistémée et dans la Weltanschauung de l'esprit occidental européen, du vieux continent. Et j'ai même participé récemment à un colloque à Bordeaux qui avait osé poser la question de réensauvager l'humain. Et si ça vous intéresse, la conférence est en ligne et je crois avoir quelques doutes ou du moins poser quelques problèmes philosophiques fondamentaux de ce que ça veut dire que réensauvager l'humain. Est-ce que on se rappelle à la figure très ancienne pour nous de Pan? Est-ce qu'on va chercher Dionysos et les faunes? Est-ce qu'on est dans le Homo sylvicus, donc l'homme de la forêt, qui a longtemps peuplé la pensée et les représentations, les croyances européennes? Est-ce que c'est la déesse de la nature Isis? Est-ce qu'on parle des êtres brutaux, non civilisés, et qu'il faudrait reciviliser, parvenir à faire passer de l'animalité à l'humanité avec un processus éducatif plus ou moins coercitif? Est-ce qu'il faudrait, s'il est trop tard, les exclure, les bannir, voire les tuer, comme on le voit ici? Ou bien s'agit-il encore de tout l'imaginaire qui entoure les sorcières et le retour des sorcières dans le débat contemporain sur les enjeux écologiques paraît tout à fait symptomatique à cet égard, pour la revaloriser évidemment à juste titre, notamment avec l'écoféminisme. Ou bien est-ce qu'on parle encore des sauvages, c'est-à-dire l'autre humain ou l'autre moins qu'humain, l'autre qu'on va dominer, qu'on va éduquer, qu'on va élever, à qui on va imposer la civilisation, la religion, la démocratie, les lumières, etc., etc., etc. Bref, c'est au moins l'occasion, ce retour du sauvage, de se re-questionner sur ce qu'est le sauvage, dans notre culture d'abord, et se poser la question si le réensauvagement, y compris en biologie, est tout à fait pertinent et définitif sur ces enjeux-là. Il me semble en tout cas que conceptuellement, il faut absolument en discuter. Alors, pour en venir maintenant au sens de mon titre et en développer quelques éléments, puisque je n'ai pas beaucoup de temps avec vous, puisqu'on j'ai qu'une vingtaine de minutes, donc je vais essayer de ne pas trop déborder, même pas du tout.
Donc en fait, le sous-titre d'abord, je vous le redonne, qui était celui-ci: dépasser l'alternative entre solutionnisme technologique pardon, et écologisme technophobe pour réparer le monde. En fait, c'est ces deux solutions-là qui sont certes des solutions extrêmes, mais qui sont assez présentes dans le débat contemporain sur que doit-on faire aujourd'hui pour ne pas faire advenir la sixième extinction dont on vient de parler, ou l'effondrement, ou la fin du monde, vous l'appellerez comme vous voulez. Je ne suis pas un catastrophiste et je pense qu'on peut s'en sortir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais à condition de repenser l'écologie et la technologie et de les repenser ensemble. Et on a défendu avec Jean-Hugues Barthélémy dans cet ouvrage récent qui s'intitule Écologie et technologie, redéfinir le progrès après Simondon, et nous avons plaidé pour une éco-technologie. Et pour vous dire quelques éléments rapides ici, cela pourrait vous étonner, mais l'enjeu, c'est de repenser la raison et de redéfinir le progrès, alors que bien évidemment, après le 19e siècle et surtout le 20e siècle, avec toutes ces catastrophes, à la fois écologiques, sociales, politiques, avec son inhumanité, sa barbarie, comme on a pu le dire, eh bien, il est temps, peut-être aujourd'hui, de montrer que la rationalité qui s'est renversée en barbarie, comme l'ont dit Adorno et Horkheimer, peut être non pas récupérée, non pas sauvée, mais repensée à travers des nouvelles lumières, qui soient des lumières à la fois critiques et même hyper critiques, et des lumières qui soient capables d'intégrer non seulement la conscience de la finitude, mais de critiquer fondamentalement les dérives du progrès sous la forme actuelle de la croissance, de l'innovation et même du développement, qui est un terme qui vient d'ailleurs de la biologie. Donc il s'agirait, pour dépasser le faux débat entre le solutionnisme technologique et l'écologisme radical, d'ordre primitiviste, de repenser le progrès humain pour donner réellement sa chance à l'impératif écologique dans son incontestable urgence, à condition de ne pas rejeter la technique ou d'attendre d'elle toutes les solutions. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais voilà à quoi on est la plupart du temps renvoyé, c'est-à-dire d'un côté une sorte de retour à l'origine, ou du moins de rappel qu'il a existé dans un temps mythique quelque chose comme un âge d'or, quelque chose comme un Éden, quelque chose comme une harmonie des humains et de l'ensemble des animaux et des végétaux, du vivant donc, mais sous le regard de Dieu, évidemment, dans la vision édénique avant la chute. Donc, s'il s'agit de penser la sixième extinction, s'il s'agit de penser l'effondrement, il s'agit de repenser ce que c'est que l'élévation et la chute. C'est un impératif pour moi. Et l'autre côté, c'est la poursuite de l'illusion mythologique d'un progrès nécessairement bon en lui-même à travers ce qu'on nous propose à Dubaï ou à Tianjin en Chine. Vous avez en bas l'Eco-City de Dubaï qui a été construite, serait le modèle qu'il faudrait dupliquer partout pour correspondre aux besoins humains et au respect du vivant dans une forme de la ville qui n'est pas fondamentalement re-questionnée, mais qui est uniquement technologiquement conduite. On est loin de la redirection écologique, évidemment. Et c'est la même chose en Chine. Donc, à mon humble avis, ni l'un ni l'autre ne pourront nous permettre de penser correctement et de parvenir à sortir de cette situation. Celle-ci encore moins, à savoir la solution d'Elon Musk, celle de la terraformation de Mars, ou du moins de sa colonisation, ou bien, imaginons dans un futur très lointain, lorsqu'on aura trouvé les moyens de se déplacer proche de la vitesse de la lumière au moins, ce qui nous donnerait des millions d'années pour aller dans certains endroits, trouver une exoplanète habitable comme la Terre et puis s'y installer. Alors, il faut que je vous dise d'où je pars d'une certaine manière, c'est que l'ensemble de ces enjeux, je les déploie à travers un travail de recherche qui a été élaboré pendant plusieurs années autour d'un design écosocial. Et je vous le dis d'emblée, pour moi, la voie en design qu'il faut absolument déployer, c'est la voie du design écosocial, qui n'est pas une esthétique, une méthode ou une définition unique
sous la forme d'une secte, d'une église, à travers un gourou qui serait moi. Non, pas du tout. En fait, c'est totalement ouvert. Ça doit être discuté. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que un design qui soit à la hauteur des enjeux contemporains, pour moi, ne peut pas négliger ni la question écologique, ni la question sociale, ni les séparer absolument, ni considérer qu'il y a une priorité humaniste, par exemple, qui serait la question sociale, ni une priorité vitaliste qui serait écologique. Donc, comment on peut définir ce design écosocial? Je vais aller très vite sur toutes les définitions du design, puisqu'il y en a autant que de designers ou presque, mais surtout autant que de disciplines. Il est bon de rappeler qu'il y a trois grands domaines de définition, d'activité et de formation des designers. C'est d'abord le monde des sciences de l'ingénieur et de la gestion. C'est une théorie de la conception pour l'activité de production humaine. Vous avez ensuite tout le domaine qu'on pourrait ramener du côté de l'industrie, que ce soit de l'industrie de masse ou de l'industrie de luxe, qui est l'esthétisation de l'utilitaire au service de la production industrielle et de la consommation. Et enfin, la pratique de création et d'expérimentation qu'on connaît bien dans les écoles d'art et de design, qui se fait par le projet pour répondre aux problèmes humains et en ayant un angle, disons, à la fois critique, expérimental et artiste. Donc, parfois, on parle de design artiste à cet égard. Quant à l'écologie, il y a parfois un certain nombre de sens qu'on oublie. Il a trois sens aussi, ou elle a trois sens. Un sens scientifique, celle des relations entre les organismes et l'environnement étudiées de manière scientifique. Un sens politique, la lutte pour défendre les écosystèmes, les espèces et les paysages menacés par les activités humaines. Mais c'est aussi une organisation collective pour représenter les intérêts des milieux, des espèces et des paysages en accédant au pouvoir et au gouvernement. Toute l'écologie politique n'est pas prête à gouverner, évidemment. Les partis des Verts en Europe et ailleurs ont cette vocation, mais les militants écologistes ne sont pas toujours partisans d'un devenir institutionnel ou gouvernemental de leur action. Enfin, le sens philosophique, qui pour moi est un sens majeur, parce qu'on n'a pas encore réussi à penser en profondeur ce qu'est l'écologie, comme penser de la relation, du processus et du milieu à travers les échelles de la réalité. Et la question des échelles est majeure dans la situation que nous vivons. Pour penser correctement l'Anthropocène, pour parvenir à produire un design des mondes vivants qui puisse réparer le monde, il ne pourra pas se faire sans scalabilité, c'est-à-dire sans pensée et sans action en fonction des échelles. Enfin, la question du social, je passe le sens sociologique qui n'est pas très intéressant. Le sens économique, vous le connaissez, c'est l'ensemble des dispositifs juridiques, légaux et économiques, d'assurance, de protection et de réparation des inégalités et des injustices. L'ensemble de ce que vous pouvez parfois percevoir sous la forme d'aides, d'allocations, de droits, de subventions, etc. L'économie sociale et solidaire, qui est, ma foi, très connue, et parfois l'économie du don. Mais c'est le sens critique qui m'apparaît le plus intéressant, notamment en design, c'est-à-dire la remise en question de l'ordre établi et de l'état de fait. En clair, il y a une nécessité réflexive du design dans ses conditions d'exercice, dans ses effets, mais aussi dans la société dans laquelle il se trouve. Je vais avancer parce que je crois qu'il me reste quelques minutes. Oui, le temps est dépassé, donc vraiment je te demande simplement gentiment de conclure dans les 2 minutes, si tu veux bien. Ben, je vais faire ça. Donc, définition du design écosocial, c'est un design qui répond à l'insoutenabilité de notre mode de vie actuel. C'est un design nécessairement situé, critique et réflexif, et qui considère que les enjeux écologiques et les enjeux sociaux sont inséparables, interdépendants et indispensables à son activité comme à son inscription dans la société. Il a vocation donc d'intégrer les enjeux écosociaux à l'ensemble du processus de design et pas seulement aux destinataires, par exemple, et pour chaque contexte de projet. Et il a vocation à prendre soin des milieux de vie par la création de situations favorables à la diversité et à la durabilité des écosystèmes, des sensibilités et des cultures. Il recherche enfin l'autonomie, le partage et la participation pour renforcer la justice sociale et écologique. Donc en 1 minute, je vais passer ce qui me paraissait important aussi, puisque je n'ai plus le temps, je ne vais pas le détailler. C'est pas très grave, vous trouverez beaucoup d'éléments dans certaines publications que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'un design écosocial cohérent, pour moi, doit être un design écosocial des territoires.
Et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de repenser le territoire à travers une pensée profonde et renouvelée de la localité. Je passe ces éléments-là parce que je les déclare seulement, puisque mon temps est écoulé. Et il y a 4 affirmations préalables quant à ce que serait un design du vivant, qui pour moi est d'abord une proposition qui est effrayante, puisque s'il s'agit de designer le vivant, qu'est-ce que ça veut dire par là? Le manipuler, le transformer, l'esthétiser. En tout cas, a priori, on peut en être tout à fait étonné. Mais il y a quand même 4 affirmations préalables à donner. Le design est issu du vivant, puisque ce sont les êtres humains a priori qui le produisent. Le design s'applique au vivant. Le design est nuisible au vivant. Le design imite le vivant et le design tend à devenir analogue au vivant. Et c'est peut-être ce 5e point qui serait le plus intéressant. Je voulais vous parler un petit peu du vivant, mais donc je passe puisque je n'ai plus le temps. N'oubliez pas ce terme et vous irez chercher ce que c'est le schnops. C'est en fait l'ensemble des éléments chimiques qui sont nécessaires à la vie. Ensuite, vous avez besoin d'une planète qui a une certaine distance de son étoile. La Terre, ça marche bien. Vous avez besoin essentiellement des plantes parce qu'on respire du dioxygène, donc de l'O2. Et sans la photosynthèse, comme Emmanuel Ecochia, par exemple, l'a montré à travers sa métaphysique de l'atmosphère, l'humanité ne serait même pas pensable. Vous savez que l'eau est d'une importance radicale pour la vie également. Et voilà un schéma assez amusant, une représentation artistique amusante de ce que représente l'ensemble de l'eau par rapport au volume de la Terre. Donc vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Et entre l'eau marine salée et l'eau douce, vous avez les 2 petites gouttes qui sont là posées sur les États-Unis et qui nous laissent quand même une perspective assez efficace pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de l'eau. Il aurait fallu aussi remettre en perspective ce que c'est que l'humanité. Nous sommes un peu plus de 8 milliards, mais nous représentons que 0,01% de la vie sur Terre. Et tu termines par une note positive, s'il te plaît. Oui, la note positive, ça va être ma conclusion. Donc je voulais vous parler on a cessé d'être en rapport en design avec le vivant. On a fait du design de vivant avec tous les animaux qu'on a domestiqués, avec les plantes qu'on a domestiquées. On en est venu à une lutte entre l'industrie comme Monsanto et les gens de Cocopelli pour sauver le vivant. Je passe quelques exemples que j'avais proposés. Peut-être que l'un des espoirs qui s'ouvrent à nous, ce sont des démarches qui sont plus holistiques et écosystémiques, comme la permaculture, comme des postures du type de celle d'Éric Lenoir ou de Gilles Clément sur le jardin punk ou le tiers paysage. C'est des choses qui sont très connues, hein, je ne suis pas très original à cet égard. Voilà donc mon dernier mot de conclusion. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème de l'incurie, c'est-à-dire de la non-reconnaissance de nos interdépendances et le fait qu'on est incapable pour le moment d'assumer nos responsabilités par rapport à ces interdépendances, de reconnaître des droits aux êtres vivants humains et autres qu'humains, mais aussi aux êtres vivants artificiels, aux êtres artificiels vivants, puisqu'il y en a, et aux êtres artificiels tout court. En posant la question aussi, que faire des indésirables? Par exemple, des espèces exotiques invasives. Et il y a une nécessité de faire croître la négantropie, de décroître aussi, vous l'appellerez décroissance si vous le souhaitez, de manière non idéologique, c'est déjà un fait, de dépasser le paradigme occidental moderne, anthropocentriste, utilitariste, scientiste et consumériste, de repenser le vivant, la vie et les vivants à travers leur milieu, de changer les valeurs par une éthique élargie, de transformer les institutions, de prendre soin par l'attention, l'entretien, la réparation, mais aussi par la suspension, le démantèlement et la non-production. Donner sens à l'avenir par l'enrichissement des mondes, je crois que les designs et un design écosocial territorialisé en est tout à fait capable. Seulement, il y a des enjeux considérables qui sont de replacer aussi le design, et ça, il ne faut pas l'oublier, avec une économie, avec une finance, avec un droit et avec une politique. Voilà, je vous remercie.